Le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a notamment pour ambition de rendre la justice pénale plus accessible aux victimes, ce qui suggère qu'elle ne le serait donc pas assez. De qui parle-t-on? La notion de victime est polysémique et ne reçoit pas de définition en droit interne. La circulaire du garde des Sceaux du 15 mars 2017, relative à la justice restaurative, énonce que la définition de victime peut varier en fonction de son statut procédural, plaignant, partie civile, victime. Une directive datée de 2012 du Parlement et du Conseil européen, dénommée Directive victime, établissant des normes minimales relatives aux droits des victimes, distingue deux catégories: la personne physique ayant subi un préjudice direct et le membre de la famille d'une personne décédée du fait d'une infraction. On peut, pour les besoins de l'argumentation, considérer que la victime est la personne ayant subi ou alléguant avoir subi une infraction pénale occasionnant un préjudice. La victime est une partie ignorée par la procédure jusqu'au XVIIe siècle. Il faut attendre l'ordonnance criminelle de 1670 pour que la victime puisse intégrer le procès en se constituant partie civile. Au contraire, le début du XXIe siècle est marqué par une grande sollicitude législative au profit des victimes, éperonnée par le dynamisme du droit européen à cet égard. Ce mouvement s'est traduit par l'attribution croissante de droits, le plus souvent disséminés dans le Code de procédure pénale. L'article préliminaire du Code de procédure pénale, qui date de 2000, évoque ainsi, sans doute symboliquement, les droits des victimes avant ceux de la personne suspectée ou poursuivie. En outre, depuis 2015, un sous-titre du Code de procédure pénale est désormais consacré aux droits des victimes, dont le droit à la traduction, le droit à l'accompagnement, le droit à l'évaluation des besoins, le droit à l'information sur les droits. Le droit pénal accorde également une considération à la victime, dont la qualité particulière peut induire une aggravation des qualifications retenues en fonction de son âge, de son orientation sexuelle, de son appartenance religieuse, de sa particulière vulnérabilité, de sa qualité professionnelle. L'écueil de l'émergence d'une nouvelle figure du procès pénal a pu être relevé par la doctrine, s'inquiétant des logiques compassionnelles que cela pouvait emporter, au détriment notamment de l'impartialité du juge et des droits du mis en cause. L'argument est à considérer avec prudence. Figure désormais tutélaire de la procédure, la victime bénéficie d'un droit renforcé à la réparation de son préjudice, mais encore de prérogatives dynamiques contribuant à un nouvel équilibre du procès. Envisageons d'abord la victime comme créancière d'un droit à réparation. Le Code de procédure pénale distingue implicitement les qualités de victime et de partie civile. La victime est titulaire de droits sans avoir à se constituer partie civile, tandis que la qualité de partie civile n'est pas réservée aux seules victimes directes d'une infraction, puisque les associations ou les proches peuvent être concernés. Par décret de 2012 a été institué au sein de chaque tribunal de grande instance un bureau d'aide aux victimes, composé de représentants associatifs, avec une mission générale d'information. Le Code de procédure pénale propose, au bénéfice des victimes, différentes possibilités d'obtenir réparation devant une juridiction pénale. Notamment, l'exercice de l'action civile est possible en même temps que l'action publique, et la compétence du tribunal correctionnel perdure sur l'action civile en dépit de la relaxe. Ainsi, lors du jugement d'infraction non intentionnelle, la juridiction pénale demeure compétente pour statuer sur l'octroi de dommages et intérêts en application des règles de la responsabilité civile. Par ailleurs, en cas d'ajournement du prononcé de la peine, le tribunal peut, sans attendre, accorder des dommages et intérêts. En outre, la réparation du préjudice peut constituer une modalité d'une peine d'emprisonnement avec mise à l'épreuve. Enfin, sont organisées des procédures subtiles et efficaces d'indemnisation. Durant la phase d'exécution de la peine d'un condamné incarcéré, une partie du pécule du détenu, reçu en exécution d'un travail, pourra être attribuée à la victime qui bénéficiera en outre d'un mécanisme de solidarité nationale à travers l'intervention de la commission d'indemnisation des victimes. Voyons maintenant que la victime est aussi une partie dynamique au procès pénal. Pour ce faire, elle bénéficie de plusieurs droits qui viennent incarner cette place nouvelle. D'abord, un droit à l'information, évoqué solennellement par l'article préliminaire du Code de procédure pénale, qu'il faut entendre comme un droit à l'information sur le déroulement de la procédure, depuis l'enquête jusqu'au jugement et même durant l'exécution de la peine prononcée. Ainsi, la victime sera informée de la fin de l'incarcération de l'agresseur,
Le dispositif est subtil, puisqu'est même explicitement prévu le droit de ne pas être informé de la libération de l'agresseur afin de ne pas raviver le traumatisme subi. Le droit de voir sa plainte simple reçue, avec remise d'un récépissé et d'une copie du procès-verbal d'audition. Le projet de programmation 2018-2022 envisage de permettre aux victimes de déposer plainte en ligne. Le droit, déjà évoqué, de mettre en mouvement l'action publique par une citation directe et ou une constitution de partie civile. Le droit de contester un classement sans suite ou une ordonnance du juge d'instruction lui faisant grief, comme un refus d'informer ou un non-lieu. Le droit de produire des preuves obtenues illicitement ou déloyalement, telles que l'enregistrement d'une conversation sans le consentement de son interlocuteur. Le droit de demander au juge d'instruction la réalisation d'actes utiles à la manifestation de la vérité. Le droit d'être entendu à toutes les phases de la procédure. Le droit d'être assisté par un tiers de son choix, sauf décision contraire, motivée, prise par l'autorité judiciaire. Le droit d'être assisté par un avocat, reconnu seulement depuis 1921. Le droit à l'interprétation et à la traduction des pièces de la procédure. Le droit d'accéder au dossier, d'en obtenir copie, même s'il ne s'agit pas d'un droit général et absolu, et si la diffusion des pièces lui est interdite. Le droit d'exercer un recours, limité toutefois, puisque l'appel de la partie civile ne peut concerner que la décision relative aux intérêts civils, et non la culpabilité ou la peine. La victime dispose encore de droits méconnus qui l'associent partiellement à l'exécution de la peine prononcée. La place juridique de la victime dans le processus d'application des peines date de 2004, la loi imposant aux juridictions d'application des peines de tenir compte de la situation ou de l'intérêt de la victime dans leurs décisions. Les juridictions d'application des peines, si elles l'estiment opportun, peuvent informer la victime ou la partie civile avant toute décision. Celle-ci dispose de 15 jours pour présenter des observations écrites. Attention, c'est une faculté accordée au juge pour élaborer sa décision, plutôt qu'un droit accordé aux victimes qui ne peut d'ailleurs exercer de recours sur la décision prise. Une loi de 2014 a par ailleurs rappelé les droits généraux de la victime au cours de l'exécution de la peine. Elle peut saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte portée à ses intérêts et être informée, si elle le souhaite, de la fin d'une peine privative de liberté.